Shalom Bracha. J'ai le plaisir de vous voir. Je suppose que vous aussi, ça vous fait plaisir de vous voir. On va, Bezrat Hashem, parler aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment un sujet de circonstance, puisqu'on vient de sortir de la paracha de Kedoshim, qui est un sujet de circonstance, puisqu'on se trouve pendant la période de l'Akba Omer, proche de l'Akba Omer, Bezrat Hashem. Le sujet, c'est un passouk explicite dans la Torah, dans la paracha qu'on vient de lire, dans le chapitre Kedoshim. La Torah nous dit que Tzedek Tishpot Amitecha. Tu devras juger ton ami avec, tu peux m'aider à traduire, Tzedek, favorablement, c'est ce qu'on dit. Comme ça, on dit en général. Oui, Noah? En général, on dit favorablement, on ne fait pas vrai. Tzedek, c'est la justice, la droiture. Donc, tu dis que tu jugeras ton ami, ton prochain, avec droiture. Et effectivement, Khamim, ils disent, Rashi sur place, en paracha, il dit Evedal et Kol Adam Mekav Zechut. Juge ton prochain favorablement. C'est comme ça qu'on traduit. Kav Zechut, ça veut dire favorablement. Betzedek Tishpot Amitecha. Je vous l'écris à votre feutre. Voilà, voilà. Betzedek Tishpot Amitecha. Vous l'avez. Favorablement, tu jugeras ton ami. Ok? C'est la mise à la Torah et c'est un commandement positif. Ça veut dire que si quelqu'un, on va essayer d'expliquer un peu ça à la Motna, vraiment très rapidement, on va surtout parler de Shkara, mais si quelqu'un, il voit quelqu'un qui a un certain comportement, et alors qu'il aurait pu le juger favorablement, il le juge défavorablement, mais il en fera un interdit de la Torah. C'est grave? Oui, c'est très grave. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui de réfléchir longuement sur cette mitzvah-là, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui ne sont pas connues, et que c'est dommage de ne pas connaître. Voilà, c'est tout l'ordre que j'écris. Voilà. Betzedek Tishpot Amitecha. J'espère qu'il n'y a pas de graphologue ici qui pourront dire selon la forme de mes lettres c'est quoi le problème de ceci. Il est écrit Betzedek Tishpot Amitecha. Et vous la connaissez cette mitzvah. La mitzvah de l'Ekav Zechut, on te demande de juger les gens de façon favorable. Alors moi j'aimerais poser tout d'abord une question très très simple. Très souvent, on voit que les gens, pour pouvoir juger favorablement, ils ont besoin de vraiment tirer les choses par les cheveux. Ça veut dire parfois, la normale c'est de dire il a fait une faute. La normale c'est de dire il a un problème celui-là. Et parce que tu veux juger les caves et routes, on te dit ouais mais peut-être que c'est parce que, va savoir, peut-être que. Très souvent on a l'impression que c'est pas la justice ça. La justice c'est la droiture. Très souvent on te dit juge quelqu'un favorablement, mais peut-être que justement ce jour-là, cet endroit précis, ce moment-là, attends, c'est pas ça. La droiture, c'est d'être droit, c'est d'être réaliste, pied à terre, cartésien. Et pourtant, c'est ma question, comment la Torah, en employant les termes justice, droiture, elle veut laisser entendre qu'il faille que je juge les gens favorablement. Je vous donne un exemple. Vous vous promenez dans la rue, et il y a quelqu'un qui vous connaît très bien, à chaque fois qu'il vous voit, il bouge les yeux, il fait la grimace. À chaque fois. Maintenant, c'est quelqu'un en principe qui a des matchamaïs, c'est quelqu'un, il faut le juger favorablement. Là, c'est pas le juger favorablement. Peut-être qu'il a des tics. Et que son tic, c'est qu'à chaque fois qu'il me voit, tac, il tourne la tête, il fait la grimace. Ouais, vous connaissez quand on a des tics. Ok. Et pourquoi ce tic, il l'a juste quand il me voit, moi? Oui, on ne pose pas de questions sur les tics. C'est comme ça. Toi, quand il te voit, eh ben, il fait la grimace. C'est un peu tiré par les cheveux. Ce serait tellement plus logique de dire qu'il n'a pas de tic. Et qu'il a un problème avec moi, qui fait semblant de ne pas me voir, et qui fait semblant de ne pas me connaître. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a plein de tics, et tu sais qu'il a plein de tics, tu ne t'attends même pas. Il y a tellement de tics que tu ne t'attends même pas. Enfin, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de tics. Beaucoup de tics. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup de tics. Et mes parents, ils ont essayé de m'aider, ma mère, elle est psychiatre, elle a essayé de m'aider, rien n'a marché. Un jour, Baruch Hashem, elle m'a envoyé faire du ski, et Baruch Hashem, ça m'est passé. Alors, je voulais vous dire que c'était du ski nautique. Donc, j'explique au cas où. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est bizarre, c'est pas la logique. Ça, c'est ma première question. Donc, je vais essayer d'expliquer rapidement les questions pour que vous compreniez. Première question,
a priori, elle n'est pas logique, cette mitzvah. Cette mitzvah dans laquelle on te dit de juger les gens favorablement. Alors dis-moi, sois tordu, juge les gens de façon tordue. Que peut-être que Bidou, quand moi il me voit, il a un truc. C'est parce qu'il y a écrit, juge les gens avec droiture. Première question. Deuxième question, on vient de sortir d'un grand événement qui était Pessah. À la table du Seder, nous avions au centre, au cœur, au cœur de la Haggadah, nous avions 4 enfants. Parmi les 4 enfants, il y avait le Raham. Parmi les 4 enfants, il y avait le Racha. Le Racha, on lui casse la figure. Littéralement, dans la Haggadah, on lui casse les dents. On s'énerve contre lui. On s'énerve contre lui. Parce que quand il a posé la question à son père, il dit Ma voda azot lachem. C'est quoi là ces us et coutumes que vous accomplissez? Avoda azot lachem, votre avoda à vous. Alors le père lui dit Ah, votre avoda à nous et pas la tienne. Quoi, comme ça tu t'exclus? Ouais. Et là, il lui casse les dents. D'accord? Ça, c'est le rachat. Viennent Rachamim et ils disent le Racham, a priori, il fait exactement la même chose. Le Racham, vous vous rappelez par cœur la question du Racham, il dit Ma edot, vachukim, mishpatim, c'est quoi toutes ces mitzvot-là? Asher tziva, Hashem Elokeinu etchem. Que Hashem, votre Dieu, vous a ordonné. Lui aussi, il dit vous a ordonné. Le père, il devrait lui casser au moins la moitié des dents. Rien, gentil. Gentiment, il lui répond avec patience et tout va bien. Alors, il y en a qui disent qu'effectivement, parce que le Racham, il a dit Asher tziva, Hashem Elokeinu etchem. Dieu, notre Dieu, il vous a ordonné. Il a quand même dit notre Dieu. Ok, il a quand même dit notre Dieu, mais il n'empêche qu'il a dit là, etchem. Il n'a pas dit Asher tziva, Hashem Elokeinu otanu. C'est quoi ces mitzvot et ces rukim et ces mishpatim qu'Hachem nous a ordonné? Et puis c'est quoi ces rukim, ces mitzvot et ces mishpatim qu'Hachem vous a ordonné? On aurait dû à nouveau se mettre en colère contre lui et lui dire les 4 vérités. Et non, là, on est très gentil avec lui. Alors Ilana, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas Ilana? Ilana. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ilana, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'en pensez pas? Aurèle. Lorraine. Est-ce que vous pouvez c'est parce que c'est. Enfin, faut laisser ce travail à Dieu. Pas de juger. Ok, tu vas bien le rachat, on le juge. Encore une fois, le rachat, il a dit c'est quoi ces mitzvot qu'Hachem il vous a ordonné, on lui casse les dents. Le racham, il dit c'est quoi ces mitzvot qu'Hachem notre Dieu vous a ordonné, il dit tout va bien, t'es gentil, t'es un racham, pourquoi? Si on te demande de ne pas juger, t'as raison, on ne juge pas. Pourquoi le rachat tu le juges, le racham tu ne le juges pas? Oui, il a dit, je savais que vous savez. C'est un enfant, il n'a pas encore l'obligation de tout faire. Lequel? Le racham ou le rachat? Les deux c'est des enfants alors? Oui, mais les deux c'est des adultes. Il dit notre Dieu et vous. Je veux dire que le vous, c'est un peu les adultes. Ah, vous, c'est parce que moi je suis katan et donc c'est que pour les bar mitzvah. Ok, c'est joli, mais c'est joli. Mais vous voyez que, regardez, j'en reviens à ma première question. Vous voyez que tu mets comme ça avec le doigt. Vous allez dire, ah là. C'est vrai, c'est un beau pitbull. Si vous êtes allé chez moi, vous seriez la meilleure de la classe. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de meilleurs de la classe. Mais vous réfléchissez bien. Oui. Je veux dire que le rachat, dans tout ce qu'il dit, il cherche à s'exclure. Et en fait, on voit que quand on pose des questions, il veut absolument en fait juste genre, essayer de provoquer la personne et il ne cherche pas forcément à trouver une réponse. Alors que le tzaddik va dire, va s'exclure à un certain niveau, mais il sent quand même qu'il fait partie du peuple et il s'interroge aussi. Mais ok, je sais j'ai compris ce qu'Anassa a dit. Anassa a dit que elle, le soir de Pessah, on était à table de la Haggadah. Au moment où on a lu la Haggadah, donc on a lu Racha Mao Omer, Ma'avoda Azot Lachem. Quand on arrive au Racham, mais il n'y a pas écrit, il n'y a pas de ponctuation. Tu peux, si tu veux, réciter dans les termes que tu veux. Qui te dit que le Racham, il vient en quête d'apprentissage et que le Racha, il vient juste pour parler méchamment? Vous comprenez la question? Oui. Bah, en fait, au début, on a dit qu'il faut aussi être réaliste. Ouais. Dans des fois, il ne faut pas que juger les autres, il faut aussi être réaliste. Okay. Et le rachat, lui, il a juste jugé. Alors que le Raham, il a jugé, mais en même temps, c'est un tout le temps. Il a fait les deux. Genre, il a jugé, mais pas trop. Il a essayé vous dites le éloqué. Vous dites que quand même, il y a un éloqué. Ok, alors regardez, Bezrat Hashem, c'était ma deuxième question. Vous avez les questions? Première question. Comment on peut, en
en employant le terme tzedek, qui est un terme de droiture, demandait de chercher midi à 14h pour finalement dire que l'autre il a bien fait. Deuxième question, comment ça se fait que le Chacham on le juge favorablement alors que le Racha le descend? Troisième question, et écoutez bien la question, je vous demande d'être un tout petit peu concentré, c'est très très important. Il y a une halakha dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, à plusieurs endroits, qui s'appelle Marit Ha'ayin. Marit Ha'ayin, ça veut dire que bien que mon acte en soi, c'est un acte qui est permis, qui est autorisé, qui est peut-être même une mitzvah, et bien moi je dois éviter de me mettre dans une situation dans laquelle les gens peuvent croire que je fais une avéra. C'est-à-dire que je fais un acte dont on ne sait pas si c'est une mitzvah ou une avéra, il faut que j'essaye d'éviter de faire cet acte-là. Je vais donner un exemple très précis. L'exemple qu'on donnait en France, à chaque fois qu'on voulait nous expliquer c'était quoi Marit Ha'ayin, c'est l'exemple du McDo. Vous vous rappelez? Je suis sûr que c'est McDo qui a payé les rabbinim et leur dit combien vous voulez juste dans vos cours, quand vous parlez de Marit Ha'ayin, dites McDo. Alors je vous promets, j'aurais pas connu McDo sans ça. Mais Kitso, tu rentres au McDo, pourquoi? T'as envie d'aller aux toilettes. Ça va, les toilettes de McDo, elles sont cachères, pas de problème. On te demande de rentrer, tu veux rentrer aux toilettes. Je te dis non, ne rentre pas, parce que si, les gens vont rentrer et ils vont penser que tu manges une cachère. Au passage, je pense pas que c'est le meilleur exemple, l'exemple du McDo. Je sais même pas non plus si à la fin des massés, on peut dire que c'est interdit d'entrer dans un McDo pour aller aux toilettes. On pourrait faire un cours d'une heure sur ça, je l'ai déjà fait, mais c'est pas mon sujet maintenant. Mais je vais vous prendre l'exemple de la halakha. La Gemara, elle dit Shabbat, tu arrives. Vendredi, tu as fait la lessive, tu as fait la machine à laver. Ok? Vendredi soir, alors que Shabbat est déjà rentré, tu as un vêtement qui est complètement humide. Tu dis c'est dommage, j'aimerais le mettre demain Shabbat. Allez, je vais l'étendre sur les fils, le séchoir, je vais l'étendre, et comme ça demain matin, on les attachait, espérant qu'il y aura du soleil, et ben je pourrais le mettre si c'est asséché. C'est Shabbat, c'est Shabbat. Alors, Shabbat, j'ai pas fait la lessive. Je viens juste étendre mon vêtement. Il y a un problème, dit la halakha, c'est interdit. Pourquoi? Marit Ha'ayin. De peur que les gens ils te voient et qu'ils pensent que tu as fait la lessive pendant Shabbat. Ça s'appelle Marit Ha'ayin. Vous connaissez le mot Marit Ha'ayin? Pourquoi on n'a pas le droit d'étendre dans la base? Pourquoi on n'a pas le droit d'étendre? Parce que c'est l'action de faire sécher les vêtements. Non, il n'y a pas d'action de faire sécher les vêtements. Sécher les vêtements, vous pouvez vous sécher les mains. Vous pouvez vous sécher les vêtements, on va pas inventer des nouveaux interdits. Il n'y a pas d'action de sécher. Si, il y a un interdit. Si tu prends un vêtement humide, tu fais un chauffage au point que ça va arriver à une chaleur de plus qu'il y a de soleil d'être là effectivement. Et c'est pas de ça dont je vous parle, moi je parle du soleil. Dans le soleil, il y a pas de bichou. Donc tout le problème qu'il y a maintenant, c'est que les gens risquent de penser que moi j'ai fait pendant Shabbat la lessive. Même si c'est ça, hein? Même si c'est chez nous. Même si c'est chez nous, même si c'est Khadri, Khadari, même si c'est dans un endroit fermé. Je ne rentre pas maintenant dans la halakha, juste je vais rentrer dans la raison de la halakha. Pourquoi c'est tellement grave que les gens mal intentionnés ou les gens pas intentionnés, ils pensent que j'ai été au McDo et que j'ai mangé pas cachère. C'est quoi le problème? Et même pensez, vous voulez penser que j'ai mangé pas cachère, pensez. C'est quoi le problème que les gens ils pensent que j'ai mangé pas cachère? Marianne, à votre avis, c'est quoi le problème? Bah, il va me juger. Oui, qui me juge mal. C'est quoi le problème? Bah si le raconteur il fait ça, alors moi qui suis ou plus simple ou qui n'ai pas fait tant d'années d'yeshiva, alors je peux me permettre parce qu'on regarde que si lui fait ça, peut-être trouve je sais pas quelle raison et tout. Et on ne connaît pas le vécu des gens, le souci c'est que les gens parfois. Bien fait. Viennent Marianne et Naomi et elles se complètent l'une l'autre. Il y a deux raisons au Marit Ha'ayin. Deux raisons principales. Et là je parle de halakha. Deux raisons principales mentionnées par les décisions. Première raison, et ça va dépendre qui tu as vu rentrer au McDo. Il y a des gens qui ont envie que tout soit permis. Et donc, dès qu'ils ont la possibilité d'accéder à des conclusions hâtives permissives, ils le font. Imaginez que tu vois Rav Ovadia Yosef rentrer dans un McDo. Je ne parle pas de n'importe qui, elle a raison. Pour les Shiva, un donateur. Tu vois Rav Ovadia Yosef rentrer dans le McDo. Et bien, il y a plein de gens qui vont dire ah, Rav Ovadia dans le McDo. Ça veut dire que le Rav Ovadia, il va manger les hamburgers du McDo. Ah, ça veut dire que les hamburgers du McDo, ils sont cachers. Nous aussi, on va manger dorénavant des hamburgers du McDo. Dommage qu'on n'ait pas vu Rav Ovadia il y a 10 ans. On aurait pu pendant 10 ans ce qu'il fait. N'est-ce pas, les gens, ils vont dire ça? Certains. Donc, c'est un premier problème. Maintenant, vous êtes d'accord que ça, on peut le dire si on voit Rav Ovadia. Mais si on voit monsieur Bob, on ne va pas forcément se dire ça. On ne va pas prendre derrière la robe de monsieur de je sais pas qui. Oui? Alors, il y a un deuxième problème, et ça, c'est Naomi qui le dit. Le deuxième problème, c'est de dire que si jamais. Je vais le faire maintenant. C'est lui, il faut.
Le deuxième problème, c'est de dire que, ok, moi je vais rentrer dans le McDo. Mais moi je vais que pour aller aux toilettes ou pour prendre un coca. Ok. Maintenant, les gens qui vont me voir, ils vont dire, waouh, celui-là, là, il va manger du paquet cher. Ah, lui, les armes, il semblant qu'il était sadique, qu'il avait le matin, qu'il faisait Shabbat. Comme ça, lui, il mange pas cachère. Ok, ben, il a qu'à dire ça. Non, parce que quand il va dire ça, il va commettre un interdit. Je vous rappelle lequel? À cause de qui il va commettre cet interdit? À cause de moi, si j'étais pas rentré dans le McDo, il n'aurait pas commis cet interdit. Regardez comment ça va loin. Ça va trop loin là. Encore une fois, moi je ne dois pas aller au McDo, si on dit que c'est un exemple, de peur que l'autre il me juge de façon défavorable. Me jugeant de façon défavorable, il commet un interdit de Betzedek, qui soit un terrain. Et c'est à cause de moi qu'il a commis cet interdit. Il fait hiver, le Kitat Birchon ne met pas d'embûche devant un aveugle. Vous voyez, je peux savoir. Il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre c'est quoi cette histoire-là. C'est quoi cette mitzvah. Pourquoi c'est aussi grave que les Chachamim qui veulent tellement nous écarter de tout ça. Il faut essayer de les rattacher de comprendre. Alors j'aimerais commencer par un préambule. C'est quoi la troisième question, tu veux? La troisième? C'est pas une question. La troisième, c'est oui, c'est on voit de là combien c'est grave de juger défavorablement quelqu'un. C'est tellement grave qu'on te demande de ne pas entrer dans un McDo de peur que. Pourquoi c'est si grave? C'est ma question. Alors, Bezrat Hashem, j'aimerais tout de suite commencer par un préambule. Le préambule est le suivant. Toute la question de savoir comment je vais juger quelqu'un favorablement, défavorablement, ça sous-entend d'abord quelque chose. C'est que je juge. J'ai quelqu'un face à moi, j'ai une situation face à moi, je juge. Qui est-ce qui t'a demandé de juger? Est-ce que toute personne, elle est censée être un juge? Je sais que les Français, l'esprit critique, l'esprit machin, mais vraiment, entre nous, est-ce que je suis obligé de tout juger? Est-ce que je suis obligé, à chaque fois que je vois quelqu'un faire quelque chose, de me demander c'était quoi ses intentions, c'était quoi ses arrière-pensées, et pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Est-ce que vraiment je suis obligé? Est-ce que je suis obligé, quand j'entends Bibi Netanyahou prendre des décisions, de commencer à me dire, moi, à sa place, j'aurais fait comme ça, moi, machin, mais il a mal fait? Je vous pose une question. C'est quand la dernière fois que Bibi vous a téléphoné pour vous demander conseil? Il y a longtemps, hein? Vous avez oublié déjà. Vous vous rappelez plus? Ne vous demande pas conseil. Pourquoi tu as besoin de juger? Plus que ça, de quoi tu juges? Tu es au courant de rien. Vous savez que nous, on est au courant de rien. Nous, il y a des tonnes d'informations qu'on ne connaît pas, parce que la presse n'a pas le droit de diffuser, parce que la presse elle-même ne le sait pas, que lui, Bibi Netanyahou, il a dans sa tête. Donc nous, on vient juger, il n'aurait pas dû, il aurait déjà dû attaquer l'Iran, pourquoi il... Tu es au courant de rien, tu ne sais pas du tout toutes les données que lui, il a. Évidemment, lui aussi, il manque plein de données que HM qui a. Mais pourquoi tu as besoin de juger? Donc l'homme, il se dit, allez, dans tous les cas, il faut que je juge. Hein. Comment je vais juger? Favorablement ou défavorablement? Qui est-ce qui t'a demandé de juger? Une fois, il y avait une élève, sans arrêt de juger. Bah, comme il a fait ça parce que machin, il m'a fait des grimaces parce que truc, machin, sans arrêt de juger. Une fois, elle est venue me demander conseil, je lui ai dit, mais qui vous a demandé d'être une juge? Qui vous a demandé? Je sais pas, si vous voulez, mariez-vous avec votre mari, ce sera un daïran, et puis lui, il jugera, mais vous qui vous a demandé de juger? Parce que après, je lui dis, comment vous vous appelez? Il me dit Diana. Je lui dis, ah, c'est ta vocation, voilà. J'ai pas fini ma phrase, elle me dit, mon nom de famille, c'est Diana. Ne la cherchez pas sur Google, c'est une inventée celle-là. Elle n'existe pas cette fille. Je ne serais pas permis sinon. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des filles qui se croient être une Diana, une Diane. D'accord? Pourquoi? Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Alors ça, c'est le premier point que je voulais dire. Maintenant, je continue. Il est écrit dans la Mishnah dans Pirkei Avot, pour celles qui sont intéressées par les références Perek Bet, Mishnah Dalet, Al Tadin et Travercha, Al Chetagia Limpomo. Ça veut dire quoi? Ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Vous pouvez dire la place? Oui, je vais écrire. C'est où qui dit ça? Mishnah dans Pirkei Avot. Perek Dalet, Mishnah Dalet, c'est comme ça. C'est dans Perek Bet, Mishnah Dalet. Al Tadun et Travercha, Al Chetagia Limpomo. Vous avez 3 couleurs, je suis servi de 3. Si vous en avez 5, c'est mon rêve. Alors, vous avez compris, Al Tadin et Travercha. Ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Ça veut dire quoi? Ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place. J'aimerais vraiment bien vous expliquer. Est-ce que vous êtes d'accord que le comportement de quelqu'un,
il dépend de plein de choses. Le comportement de quelqu'un, il dépend de l'éducation qu'il a eue. Le comportement de quelqu'un, il dépend de son humeur ce jour-là. Le comportement de quelqu'un, il dépend de l'humeur de sa femme ce jour-là. Parfois de l'humeur de sa belle-mère, parfois ça va ensemble. Le comportement de quelqu'un, il dépend de l'éducation qu'il a reçue. Stam, je vous donne un exemple. Un Français religieux, tu l'entends dire un gros mot. C'est normal, c'est un Français, là-bas c'est une façon de dire bonjour. De dire casse-toi, c'est une façon de dire bonjour. En France. Un Israélien qui dit ça, tu dis oh, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu parles comme ça? Parce que tout dépend de la mentalité dans laquelle tu as grandi, tout dépend de ce qui est normal ou anormal chez toi. Ça dépend de plein de choses. Juger quelqu'un, ça dépend aussi de son intelligence. L'autre il est belge, c'est pas de sa faute. Ah, je veux qu'elle est belge, c'est souvent. C'est pas de sa faute. Vous comprenez? Ça dépend de la sensibilité de quelqu'un, du comportement que quelqu'un a. Donc moi je viens, je juge quelqu'un, et je dis pourquoi il ne m'a pas fait un sourire. Alors que là, je ne suis pas au courant de la journée qu'il a eue, je ne suis pas au courant des souffrances qu'il a eues, peut-être que le pauvre vient de sortir d'un deuil. Tu ne peux pas juger quelqu'un tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'avant de juger quelqu'un, il faut absolument que tu saches ce qu'il a vécu, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, etc. Je vous donne un exemple. Un exemple, quelqu'un qui m'a raconté. Un homme, son père, il était alcoolique, narcomane, marocain, et il a éduqué dans ces conditions-là. Non, pas de marocain, j'en ai un qui m'a dit c'est vrai que je suis marocain, mais je me soigne. Les codes marocaines, les belges marocaines, c'est chez Michelin. Alors regardez. Alors regardez. Il y en a un qui m'a raconté comme ça. Il y en a un qui m'a dit moi à la maison, quand j'étais enfant, j'étais en même temps le conseiller conjugal de mes parents, en même temps le policier, parfois je devais séparer mes parents qui étaient en train de se battre. En même temps, j'étais le pompier qui avait le feu à la maison. Il me dit, j'étais tout à la maison. Le pauvre, il avait 10 ans, il avait 9 ans, je sais pas quel âge il avait. Bon, toi, tu viens, tu le juges. Tu le juges, tu dis, mais pourquoi? C'est pas devenu un très grand ami de Farah, mais pourquoi lui, parfois il parle un peu méchamment, pourquoi il a pas suffisamment de sensibilité, pourquoi? Mais de quoi tu le juges? Comment tu le juges? Toi, tu es éduqué dans une famille avec ton père, un Talmid Chacham, ta mère, c'était la femme d'un Talmid Chacham. Tout allait bien, vous avez été bien éduqués, vous avez été éduqués depuis le début avec les midot et tout ce qu'il fallait. Bah, sauf qu'est-ce que tu connais? Tu connais par cœur la bracha d'Achayatza. Bravo. Et tu n'oublies pas aussi de faire la bracha avant de rentrer dans l'autoroute. Baruch Hashem, Boré périphérique. Ouais, et tu crois que voilà, tu es devenu quelqu'un de très grand. Mais regarde. Toi, tu avais tellement de quoi grandir, progresser et tout. Regarde ce que tu es devenu. L'autre, il avait tellement de chances de finir le pauvre en prison et dans tout type d'endroits fermés. Et regarde ce qu'il est devenu. Ça veut dire qu'avant de juger quelqu'un, il faut absolument, impérativement, que je puisse me mettre à sa place. Et si je ne me mets pas à sa place, eh ben, j'ai aucune possibilité de pouvoir juger l'autre. Vous voulez un autre exemple? Un homme, il rentre à la maison. Vous n'avez pas encore écrit cette phrase, je peux encore les cours, hein? Vous avez mes lunettes? Alors regardez, vous avez fini d'écrire la phrase, chérie? Je vous donne un autre exemple. Un homme, il rentre à la maison. Ça, c'est l'exemple typique. L'homme, il rentre à la maison. Il a une super journée, il a fait un grand chiffre d'affaires, tout s'est super bien passé. À col de Seder, tout le monde l'a honoré, tout le monde l'a remercié, tout le monde avait besoin de lui et tout. Il rentre à la maison, sa femme aussi, elle a fait un très bon chiffre d'affaires, 3 heures de pleurnichage des enfants, 2 heures de vomi par terre à ramasser, je vous passe de ce qu'elle a vécu ce jour-là, la voisine qui lui a pris la tête, tout. Elle a passé une journée catastrophique. Lui, il rentre à la maison, il s'attendait à avoir une femme souriante et à voir la table toute prête. Il voulait voir le soir avec sa femme un film. Finalement, qu'est-ce qu'il a? Sa femme, elle a bien fait à manger tout, lui demande à lui de préparer à manger. Le film qu'il voit avec elle, c'est un film d'horreur. À la maison, film d'horreur. Et maintenant, lui, s'il veut pouvoir juger sa femme, il se met à sa place. Tant qu'il ne se met pas à sa place, il ne peut pas. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Lui, il arrive, il est dans sa tête à lui, il est pas dans sa tête de sa femme. Il ne se comprend pas, on a 3 enfants et tu n'es pas capable de t'en sortir. Moi, ma mère, elle en avait 14, elle s'en est bien sortie. Elle lui dit, ouais, comment t'es sortie, toi? D'accord. Et tu juges négativement. Si tu étais à la place de l'autre, tu aurais pu le juger positivement. Donc, j'en arrive ici à une question. Comment la Mishnah peut te dire ne juge pas l'autre tant que tu n'es pas arrivé à sa place? Mais on ne sera jamais à la place de l'autre.
puisqu'on a dans tous les cas pas eu la même éducation, on n'est dans tous les cas pas la même personne, on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes défauts, on n'est pas l'autre. On peut pas juger. Très bien, Noah elle a raison. À mon avis, cette Mishnah, c'est une façon diplomatique et gentille de nous dire, ne juge pas. Ferme-la. Arrête. Ne crois pas que tu es obligé de dire ton mot sur chaque chose, d'avoir ton opinion sur chaque chose. Tais-toi. Ça, c'est ce que la Mishnah dit. Premier point que je voulais vous dire, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'on n'est pas obligé, et dans tous les cas, de juger. On n'est pas obligé de juger. Et je vais vous donner maintenant l'exemple de la Gemara. Il y avait un Rav, c'est une Gemara dans cette Sanhedrin. Je ne vous écris pas tous les textes de la Gemara sur le tableau, parce que sinon, après demain, Ryan va dire vous ne comprenez pas? Oui. Est-ce que dans le cas du magistrat, on ne devrait pas juger l'acte et pas la personne? Ouais, j'arrive, doucement. Venez-moi doucement. Viens, la Gemara dans la Sechet Sanhedrin, elle raconte une histoire. Cette histoire-là, elle se déroule avec un Rav de l'époque de la Gemara. Comment on appelle les rabbins de l'époque de la Gemara? Un Amora, non. Tanaïm, c'est la Mishnah. Amora, c'est un Rav de l'époque de la Gemara. Ce Rav-là, il s'appelait Rav Ashi. Je vous écris son nom. Rav Ashi, son nom c'était Parmentier. D'accord? Non, c'est une blague. Il s'appelait Rav Ashi. Et ce Rav-là, il était en train d'étudier avec ses élèves la Mishnah, dans laquelle on nous parle des gens qui n'auront pas le droit au Olam. Parce que c'est vrai qu'il y a écrit Kol Israël et Shem Chelek de Olam Haba, c'est le début de la Mishnah. La fin de la Mishnah, c'est Ve'elu Shem Chelek de Olam Haba. Il y a des gens qui n'auront pas le droit au Olam Haba. Et entre autres, il y a trois malgré Israël, trois rois, qui n'auront pas le droit au Olam Haba. Alors vous imaginez, avoir droit au Olam Haba, c'est la punition la pire du monde. Il n'y a pas plus grande punition que ça. Il n'aura pas le droit au Olam Haba. Le Rav commence à parler du premier, il commence à parler du deuxième, d'un coup il y a la sonnerie de la classe qui sonne, on n'a plus le temps. Alors le Rav, il dit aux élèves, on n'a pas eu le temps de parler du troisième roi, ne vous inquiétez pas, demain, les Ratachet, on continue l'histoire. Et demain, on parlera de notre ami Ménaché. Il y avait un roi qui s'appelait Ménaché. Demain, on parlera de notre ami Ménaché. Peut-être qu'en tunisien, ça aurait donné, demain, on parlera de Ménaché l'Arsis. Ok. Le Rav, il rentre à la maison, il va dormir. En pleine nuit, il y a Ménaché qui s'adresse à lui. Le fameux Ménaché, le roi Ménaché. Et Ménaché, il commence à lui poser des questions d'études super complexes. Ça veut dire des questions que même Rav Ashi n'était pas capable de résoudre. Même Rav Ashi n'était pas capable de résoudre. Et il voit comment Ménaché lui pose des questions avec des arguments, avec des preuves, avec des machins. Alors il est complètement déconcerté, Rav Ashi. Et il dit à Ménaché, je ne comprends pas. Si tu es un tellement grand ami de Chacham, comment tu as pu faire l'idolâtrie? Comment tu as fait l'idolâtrie? Je vois que tu es un Chacham, tu connais tout. Comment tu as fait l'idolâtrie? Vous savez ce qu'il lui répond, Ménaché? Dans le rêve. Il lui dit, Ménaché, écoute-moi bien. Et il lui dit, Rav Ashi, écoute-moi bien. Si toi, tu avais vécu à notre époque, à nous, notre époque dans laquelle l'idolâtrie, elle avait tellement de force, non seulement tu aurais couru, mais tu aurais soulevé ta djellaba pour pouvoir courir plus vite. Vous avez déjà vu une fille qui a une jupe bien serrée qui court comme ça? Eh bien, toi tu aurais soulevé ta djellaba, tu aurais foncé pour aller faire de la Vodazara. Et comme ça, tu parles de moi, l'Arziz Ménaché. Comment tu peux faire une chose pareille? Rav Ashi, il a compris. Le lendemain matin, il arrive pour donner cours et il dit aux élèves, chers amis, aujourd'hui nous allons parler de notre maître Ménaché. Il a eu peur de refaire des cauchemars là-dessus d'après. De notre maître Ménaché. Vous savez quoi? Nous, on juge Ménaché parce que le monde dit, ah, il a fait de la Vodazara. Ok, nous dans notre génération, la Vodazara c'est rien. Aujourd'hui, on n'a plus de Yetzer Hara de faire de la Vodazara. Aujourd'hui, on a d'autres Yetzer Hara. Aujourd'hui, il y a du Yetzer Hara de Gili Arayot, du Yetzer Hara d'avoir des choses pas cachées. On a du Yetzer Hara aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le Yetzer Hara de la Vodazara, avouons-le, ne parle pas. Mais à l'époque de Ménaché, c'était un Yetzer Hara tellement puissant qu'il dit, tu aurais soulevé ta djellaba, tu aurais beaucoup. Donc, on voit que si on veut, on doit juger quelqu'un, eh bien, il faut être à sa place. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Il faut être un contemporain, quelqu'un qui a vécu dans sa génération.
il faut connaître toutes ces choses-là. Or, c'est impossible, donc il faut essayer de ne pas juger. Et si vous me dites, mais je suis obligé de juger, eh ben, vous avez qu'à juger les animaux. Les animaux. Un jour, j'étais assis au Beddin, en tant que Dayan, et il y a un taureau qui est venu me voir. Alors, j'ai dit, tu sais que dans un Beddin, il dit, ouais, j'ai des soucis avec ma femme. Je lui dis, ouais, c'est vrai, quoi, c'est pas le problème. Ouais, ma femme, elle est vache. Je lui ai dit, bon, j'essaie de m'occuper d'eux. Après, il est parti, et je vois un hibou qui arrive. Je lui dis, pas toi aussi d'être femme de Schlombait. Il dit, ah non, moi, ma femme, elle est chouette. Ok, tu veux juger, juge les animaux, juge les vaches, juge les chouettes, juge les hiboux, les corbeaux, qui tu veux. Mais, attention, ne te mets pas à juger, qui ça? Les êtres humains. Ça, c'était l'introduction à notre cours, c'était le préambule. Maintenant, on rentre, Be'ezrat Hashem, dans le vif du sujet. Si vraiment, je suis en train de vous dire que c'est pas la peine de juger tout le monde et n'importe qui, qu'on t'a pas demandé d'être une Diana, alors quoi? Alors, on risque d'être des gens hyper naïfs dans notre vie. Parce que si demain, Noah, si demain, si demain, on vous propose un chidour, et qu'on vous dit, écoutez, le garçon, on est obligé de vous dire la vérité, toute la vérité, que la vérité, la vérité, il a déjà fait 3 tentatives de suicide, par votre chaîne, ça n'a pas marché. Une tentative d'assassinat, elle a marché, bon, mais à part ça, il est gentil, hein, les gars. Oh, à part ça, il est dans le fond, il a un bon cœur. Vous savez, il faut creuser beaucoup dans le fond pour arriver au bon cœur, mais dans le fond, il a un bon cœur. Et vous venez de sortir du cours de Cohen Haredi. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ah, je n'ai pas besoin de juger. On me propose quelqu'un, j'accepte. À des risques et périls. Prends des risques. Vous allez voir qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, si on propose quelqu'un comme ça à mon fils ou à ma fille, je dirais, oh, écoute, je ne sais pas, peut-être au moins on vérifie pourquoi il a assassiné l'autre, est-ce que c'était pour une raison méritée ou pas. Je ne sais pas, je vais commencer à réfléchir. Tu es obligé de juger quelquefois. Tu viens éduquer tes enfants, sans arrêter tu fais le naïf. Ouais, non, j'imagine qu'il avait une bonne intention, machin. Ah, tu ne pourras jamais éduquer. Quelquefois, il faut être pied à terre, quelquefois, il faut juger. Alors quoi? Il faut juger, il ne faut pas juger. Et là, vient la. Et elle te dit que quand tu dois juger, eh ben, il y a des halachot. Tu ne juges pas n'importe comment, tu ne juges pas n'importe qui. Et les halachot, déduites du pasuk, de Tzedek, Tishpot, Avitera, elles nous disent la chose suivante, et je vous le dis maintenant, Bezrat Hashem, vraiment, c'est pas un cours de halakha aujourd'hui, c'est un cours de Hashkafa, donc je vous le dis vraiment en résumé. La halakha, il dit, il y a 3 types de personnes. Il y a celui qui est Yireh Shamayim. Yireh Shamayim, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Il y a celui qui est Racha. Qui est Racha, c'est celui qui est mécréant. Et il y a celui qui est Benoni, entre les deux. Maintenant, comment on fait pour définir le Racha, le Benoni, le Yireh Shamayim? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Théoriquement, c'est très simple. Le Yireh Shamayim, c'est celui qui a plus tendance à faire des mitzvot que des avérotes. C'est qu'en général, 70% des fois, ou 80 ou 90, il fait la mitzvah. Parfois, ça lui arrive de faire une avéra. Mais disons que quand il a aussi facilement la mitzvah comme la avéra, il ira plutôt vers la mitzvah. Ça, c'est le Yireh Shamayim. Le Racha, c'est qui? Le Racha, c'est celui qui a plus tendance à faire la avéra qu'à faire la mitzvah. Il va plus du côté de la avéra que du côté de la mitzvah. Et le Benoni, 50-50. Parfois il fait la mitzvah, parfois la avéra, ça dépend de son humeur, ça dépend de plein de choses. Comme ça, la halakha, comme ça, il y a 3 catégories. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la halakha? Écoutez bien, s'il vous plaît, écrivez, c'est important avant que vous écriviez. Qu'est-ce qu'elle dit la halakha? Elle dit comme ça. Quelqu'un qui est Yireh Shamayim, donc qui fait en général plus de mitzvot que de averot. Ok? S'il a fait un acte dont tu as un doute si c'est permis ou interdit, même si ça tend plus vers l'interdit que vers le permis, même si ça a plus tendance à être une avéra qu'une mitzvah, tu dois le juger de façon favorable. Tu dois, pas tu peux, tu dois. Si tu le juges de façon défavorable parce que tu dis ouais, mais c'était trop clair là qu'il a fait la avéra, tu commets un interdit de la Torah. Donc encore une fois, le Yireh Shamayim, évidemment si son acte il tend vers la mitzvah, il faut le juger comme étant une mitzvah, mais même si ça tend plus vers la avéra, il faut le juger positivement. Si tu es sûr que c'est une avéra, ça en y arrivera dans une minute. Mais si tu as un doute, c'est équivoque, on te dit comme ça. Le Racha, et je sais que ça va un peu vous choquer, mais je vous demande qu'on ne se concentre pas trop aujourd'hui sur le Racha.
celui qui craint un chêne, si c'est sûr qu'il a fait l'Avera, c'est l'Avera, je veux dire après quoi faire. Mais en tous les cas, on a le droit de le juger favorablement au moment où il fait l'Avera. On n'est pas obligé d'être tordu au point de dire qu'il est en train de faire une tasse, on sait qu'il fait l'Avera. Mais je vais aller. Le rachat, je sais que ça va un peu vous choquer, et sachez que quand on parle de rachat, on ne parle pas d'un frilonie aujourd'hui. On parle de quelqu'un qui est foncièrement rachat, de quelqu'un qui a appris la Torah et qui malgré tout va à l'encontre. On ne parle pas des pauvres ignorants de Tel Aviv qui n'ont jamais appris la Torah et que toute l'image qu'ils ont du monde religieux, c'est ce que les imbéciles de journalistes anti-religieux essaient de leur faire passer, et eux-mêmes, c'est pas de leur faute parce que c'est ce que eux aussi ils ont. Bref, je parle pas d'eux. Je parle pas d'eux. Je parle du vrai rachat. Et bien le vrai rachat, on te dit, même s'il fait un acte qui tend plus vers la mitzvah que la Avera, tu peux tout à fait te dire, ouais, il a voulu faire une Avera. Je vous dis, j'ai pas envie de trop me concentrer sur ça, après on reviendra. Et le Benoni, alors lui c'est le plus sympa, le Benoni. Le Benoni, s'il fait un acte qui tend plus vers la mitzvah que la Avera, t'es obligé de juger favorablement. S'il fait un acte qui tend plus vers la Avera que la mitzvah, tu as le droit de le juger défavorablement. T'as pas Issour, t'en feras rien du tout si tu le juges défavorablement. Mais, Midat Rassidut, il y a une Mida de piété, de le juger malgré tout favorablement. Donc il a fait un acte. 80% c'est une Avera, 20% c'est ça passe, et ben, si tu l'as jugé défavorablement, Hachem ne te dira rien. Si tu l'as jugé favorablement, là Hachem il sera heureux. Par contre, si l'acte il tendait 51% vers la mitzvah, 49% vers la Avera, et que toi tu l'as jugé défavorablement, là tu as enfin un vidéo recta, le Betzedek qui se passe. Ah, c'était vraiment un petit résumé de ces années. Oui. Et on ne sait pas aujourd'hui qui est rachat et là, je parle de quelqu'un dont vous savez. Je parle. Non, là je parle de quelqu'un. Non, c'est pas personne. mon ami, je ne pouvais pas. Mais si. Vous êtes marié avec votre mari. Vous savez que votre mari, le matin, il se lève, il va à la tefila. Dès qu'il a la possibilité de faire quelque chose, il fait. Avant de manger, il vérifie le hercher. Il parle toujours gentiment. Même quand il fait une gaffe, après il s'excuse. Vous voyez que sa tendance, c'est plus vers le bien que vers le mal. Ça s'appelle les Réchameim. Si sa tendance, il y a des gens, vous voyez que la tendance est toujours de chercher les problèmes. Lui, il est plutôt négatif que positif. Oui. Pour un tzaddik, on doit toujours le juger bien, même si on sait qu'il a fait des erreurs. Oh, maintenant, s'il a fait une Avera, et là j'y arrive. Et là j'y arrive, écoutez bien, c'est maintenant que ça devient très 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 important. D'abord une chose. Il faut bien comprendre que quand on te demande de juger l'autre favorablement, parfois effectivement, nous on a l'impression que vraiment, c'est pas vrai quoi, c'est pas vrai. Ouais, souvent on a l'impression que c'est pas vrai. Je vous raconte une histoire qui a beaucoup circulé en Israël, et moi j'ai adoré cette histoire. Celles qui la connaissent, eh ben, ce sera une révision. Celles qui ne la connaissent pas, eh ben, vous la connaîtrez maintenant grâce à moi. L'histoire c'est comme ça. Une vraie histoire s'est produite en Israël. Une dame arrive à l'aéroport. Pourquoi elle arrive à l'aéroport? Elle devait voyager évidemment. Elle arrive à l'aéroport, elle s'assoit. Elle sait que l'avion de toute façon ne va décoller que dans 1 heure ou dans 2 heures. Donc elle est assise tranquillement devant de l'avion, comme ça, sur un fauteuil en train d'attendre. La dame, elle avait un petit peu faim, elle commence à manger des gaufrettes. Non, excusez-moi, la femme elle est assise là-bas. Et à un moment donné, elle a envie d'aller aux toilettes. Donc, elle a vu que juste à côté, il y avait un monsieur, un Haredi, avec une longue barbe, des longues paillettes, qui était là assis. Alors je dis, bon, au lieu de prendre mon sac, moi je ramène mon sac dans les toilettes, en plus il était dedans. Je vais le laisser là, lui c'est un homme de confiance, toi lui demande juste gentiment, vous pouvez garder mon sac, et elle va aux toilettes. Elle revient, en prochaine, je sais pas passé, et elle voit un truc bizarroïde. Elle voit le monsieur en personne, le Haredi, avec la longue barbe et les longues paillettes, qui est assis en train de manger ses gâteaux. Les gaufrettes, son paquet de gâteaux là, qu'il avait dans son sac, il est en train de manger. Elle a dit, vous avez vu celui-là? Mais comment il fait une chose pareille? Elle s'assoit, parce que là où elle était, et elle commence à faire genre, si t'as pas compris, je sais pas, il regarde comme ça. Il continue à étudier, c'est marrant, il continue à étudier. Après, elle dit, il continue à étudier. À un moment donné, et elle se dit, bon, il ne comprend rien celui-là, et ben on va être un peu plus clair.
Quand elle me servir du paquet de gâteaux comme ça, au moins il va comprendre que c'est le mien. Elle s'approche comme ça, on s'approche d'une gaufrette. Lui il regarde. Et elle mange. Et le monsieur continue à étudier. Et des fois, il continue à se servir, il est méchant, le pauvre. Après, elle reprend une autre, elle rapproche le paquet d'elle. Le monsieur regarde comme ça, continue à étudier. Après, il est venu, il a repris une gaufrette. Bref, à un moment donné, les passagers du vol, et là, Baruch Hashem, elle s'en va, elle est énervée comme je sais pas quoi, elle est renversée contre les Haredim comme je sais pas quoi, et elle monte dans son avion. Elle se dit, maman, moi je vais avoir faim, j'aurai pas de quoi manger, je sais pas ce qui va se passer, etc. Elle monte dans l'avion. Et puis elle est énervée, elle commence à se calmer au fur et à mesure. Au bout d'un moment, elle doit chercher quelque chose dans son sac. Elle ouvre son sac, et elle voit son paquet de gaufrettes qui était entier. Donc elle a compris, en fait, le monsieur, c'était son propre paquet de gaufrettes à lui. Maintenant, regardez un peu comment c'est un sadique gamour cet homme-là. Il voit une femme qui s'assoit à côté, sans lui demander la permission, il prend de ses gaufrettes à lui. Et puis la seule chose qu'il fait, c'est qu'il la regarde comme ça et il continue à étudier. J'imagine un petit peu, je sais pas, moi j'aurais demandé, madame, je sais pas, moi, on m'a la permission, quelque chose. Je lui aurais dit, vous avez la permission, rien. Donc elle a jugé quelqu'un défavorablement. Alors qu'en fait, c'était son paquet. Vous allez dire, c'est trop bizarre là. Comment c'est possible que c'est Bidiouk le même paquet, c'est un paquet qui est rare, et Bidiouk, quand elle a demandé de garder son sac, Bidiouk, lui à ce moment-là, il a. Eh ben c'est comme ça. Maintenant, regardez, j'aimerais continuer un petit peu pour qu'on puisse arriver, les Hachem, à notre Yesod. Il y a une Gemara très bizarre. Voilà, je vous le dis, elle est bizarre cette Gemara, mais Bezrat Hashem, grâce à notre explication, on va pouvoir la comprendre. La Gemara dit, si tu as attrapé un Tamid Chacham, donc un Yereshamaïm, qui a commis une Avera, tu sais qu'il a commis une Avera, et bien, le lendemain matin, quand tu le revois, ne dis pas, ouais, lui c'est un rachat, c'est. Dis-toi, il a fait le chemin. La Gemara elle dit quoi? Peut-être, non, c'est sûr qu'il a fait le chemin. Tu as vu quelqu'un commettre une Avera le soir, c'est sûr, tu dois te dire, ah, c'est sûr qu'il a fait le chemin. Maintenant, juste essayer d'imaginer l'histoire. Essayez d'imaginer l'histoire. D'abord, il faut être sûr qu'il a commis une Avera, parce que sinon, comme il est Réchabaïm, je devrais juger quoi? Des Kavzakot. Donc, regardez l'histoire. Un monsieur, il rentre dans une boîte de nuit. Il voit là-bas un rave, son rave, Rabbi Marlouf, en train de danser. Alors, il n'est pas encore sûr que c'est une Avera. Il se dit, ben, peut-être qu'il pensait que c'était une Torah. Il vient le voir, tu sais que c'est une boîte de nuit ici? Oui. Dis-moi, maman, il va se dire, attends, ça coûte. Peut-être c'est pas lui, peut-être c'est son jumeau. Il lui dit, dis-moi, t'es bien Rabbi Marlouf, toi? Il dit, oui. Non, il va lire les Kavzakot. Peut-être c'est son jumeau, c'est un menteur. Non, c'est le. Alors, il faut juger les Kavzakot. Après, peut-être qu'il est déguisé, il prend sa barbe, il lui tire, aïe! D'accord? Il dit, mais c'est vraiment lui, mais c'est lui. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu peux être là? La vérité, je sais pas que je te rencontrerai. Il a commis une Avera, on est sûr que c'est une Avera maintenant 100%. Ne pense pas faire maintenant comme ça. On a compris que c'est une Avera. Trouve-moi un truc auquel j'ai pas pensé. On a compris que c'est une Avera. Oui ou non? Et bien la Gemara lui dit, quand le lendemain matin je le vois, je dois me dire que lui, il a laissé son Yitzhara fixité en boîte de nuit et que lui maintenant il est peut-être une. Il a fait tchouva. Oh, c'est bizarre. Le plus logique, c'est de dire que visiblement, il va refaire ça demain et après-demain, et qu'il n'a pas fait tchouva, et qu'il fait des bêtises, et que c'est un méchant. C'est le plus logique. C'est quelqu'un que je connais, je sais qu'il a la Yirat Shamayim, et que ses fautes, elles sont, en général, il fait plus de fautes que de fautes. Attendez juste une seconde, et le Rav Sraïm va encore plus loin que ça. Le Rav Sraïm lui dit, d'accord, ok, disons que le soir, je ne vais rien dire. Est-ce que le lendemain, il faut au moins que je le réprimande? Et il nous a de faire Mitera. Et bien, Marc Loquet Kapouski. Il y en a qui disent, non, puisqu'on te dit que c'est sûr qu'il a fait tchouva, parce que ça doit réprimander, nous on réprimande des gens qui ont fait tchouva, il faut qu'il a fait tchouva, parce que ça doit lui rappeler les lourdeurs qu'il a fait il y a 2 heures. D'autres qui disent, si, quand même, je lui reproche. En tous les cas, vous voyez jusqu'où ça va. Et moi, je reprends ma question, c'est ça la voiture, les mecs, entre nous, c'est ça la voiture. La voiture, c'est de dire que c'est sûr qu'il a fait tchouva, alors que tu l'as vu s'exciter comme un fou dans un endroit dans lequel il n'avait rien à faire, et que tu sais que c'était une Avera. C'est ça la voiture. En verra, votre Lorraine, elle a dit quelque chose. Là, c'est une Avera, entre guillemets, ça va, mais il y a des Averas qui touchent les gens. Enfin, là, ça va, mais je veux dire, il y a des Averas qui touchent les gens. Genre, je sais pas, il y a d'autres gens plus graves que. Je
Je sais pas, si je revois le lendemain, bah. On peut pas se dire, ah c'est bon, il a fait chouva, alors que C'est cette caméra-là, elle est plus grave que dans en boîte de nuit, quoi. Ok, alors j'ai pris un exemple trop gentil. Je pensais que celui-là allait vous choquer, mais je vois que vous avez pas assez choqué. J'aurais pu prendre un exemple encore plus grave. Ok. Vous avez vu un rap faire quelque chose de très grave. Non, mais c'est pas pareil quand c'est quelque chose qui l'atteint lui et quand c'est Ouais, quelque chose qui l'atteint c'est jamais ça touche. Elle dit qu'il y a des choses du mal. Ok, il a parlé, attention. Si, Ras Béchalor, vous avez vu un rap qui fait des attouchements et des trucs de pédophilie ou quoi, là, ne vous dites pas, c'est sûr qu'il a fait de choix, on ne prévient pas la police. Parce que là, c'est vous qui allez après à loguer dans Ras Béchalor. Non, mais même, si vous voyez quelqu'un faire quelque chose de très grave, vous allez devoir d'appeler la police et de le faire savoir, et vraiment, c'est un vrai devoir. Ça vous bouge du coup. Non, on n'a pas parlé d'un malade mental, on n'a pas parlé d'un fou, on n'a pas parlé d'un dangereux. Comme vous dites, voilà, c'est quelqu'un qui a bien prié le Sahara. Un pédophile, c'est pas quelqu'un qui a prié le Sahara. Faire du mal aux autres. C'est faire mal, c'est une maladie, c'est autre chose. Ok? J'ai oublié comment vous appelez? Salomé. Alors on va, Bezrat Hachem, donner maintenant le Yesod. Oui, avant. Si jamais on le voit faire une avéra, on se dit le lendemain. Qui est le Shamaï? Ouais. Mais sauf que le lendemain soir, il refait la même avéra. Ok. Le surlendemain, il a fait Tchouba. Mais ça veut dire qu'il a dit que je suis pas la veille. Si, il a fait Tchouba, il a retombé. Il a lu le Sahara, donc il a retombé. Quand on fait Teshuva, c'est une fois que. Hein? En fait, la Teshuva n'est pas acceptée une fois qu'on ne recommence plus. Quand c'est une demande de Teshuva. Non, mais vous n'êtes pas Dieu. Je crois. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas besoin d'accepter cette Tchouba. Cette Tchouba, c'est entre lui et Dieu. Maintenant, vous me dites, mais si je vois que de façon récurrente, il fait des avérotes. Alors peut-être qu'en fait, c'est pas un Ireshamaï, mais qu'en cachette, il fait des avérotes sans arrêt. Donc ça retire son nom d'Iresh. Vous avez raison. Peut-être que le fait que je le vois plusieurs fois faire des avérotes, ça fait que nous, on pensait que c'est un Ireshamaï. Mais en fait, c'est un hypocrite. C'est possible. Possible. Là, on parle d'une fois, vous avez raison. Une fois, un permis. Quelqu'un dont je sais qu'il y a des Ireshamaï, je le vois commettre une avérote. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, regardez, je vais vous donner tout de suite ce que je fais. Et j'espère, que j'aurai le mérite de vous faire passer ce message-là, parce que c'est très important. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est l'un des grands décisionnaires qui le dit. Un des grands décisionnaires qui parle dans cette news-là, de l'effet qui soit de Terra. Qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Je suis désolé, je ne me rappelle plus c'est qui ce grand décisionnaire, ça fait plusieurs années que je l'ai étudié, mais je vous dis ce qu'il dit. Écoutez bien, on va répondre maintenant à toutes les questions. Oui? Oriane, vous êtes prête? Attachez vos ceintures. On va répondre à toutes les questions. Imaginez, donc la question, les questions, juste si vous vous rappelez, en deux mots, les questions c'était pourquoi la Torah nous demande d'être tendue? Pourquoi la Torah nous demande de fermer les yeux et de faire Zarma que le Tanit Chacham il a fait Tchouva, de faire Zarma que. Pourquoi la Torah nous demande d'être tendue? Et en plus, elle le dit avec le terme Betsedek soit droit. Eh bien, je vais vous expliquer ce que le décisionnaire dit. Imaginez que vous voyez le Rav Ovadia dans une voiture le jour de Shabbat. Vous êtes sûr que c'est le Rav Ovadia avec la redingote, lui dire sur le Rav et tout. Tu es sûr, tu es sûr que c'est le Rav Ovadia. En voiture Shabbat. Oui. Je vous pose une question. À votre avis, si vous deviez me donner en pourcentage, parce qu'on est d'accord que peut-être qu'il a fait une avéra. Ok, c'est un gadol d'or, et alors? Qui a dit que le gadol d'or, ça ne peut pas lui arriver de faire une avéra? Elle a raison, c'est une avéra un peu exagérée, mais je veux dire une avéra, tout le monde peut voter. On est bien d'accord que même les 37 équipes votent. Donc il y a 1% de chance que peut-être c'est une avéra. Oui? Il y a 1% de chance, peut-être 2%, peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire. Maintenant, il y a aussi un certain nombre de pourcentages de chance qu'il est en train d'accompagner une femme qui doit accoucher, et donc c'est Pikuach Nefesh, ou qui a une raison de Pikuach Nefesh, de vie et de mort qui l'autorise à prendre la voiture. Il y a deux possibilités de voir les choses. Ok? Alors je vous demande franchement, à votre avis, combien de pourcentage vous donneriez qu'il est en train de faire une avéra? Combien de pourcentage vous donneriez qu'il est en train d'accompagner sa femme qui doit accoucher? 100% qu'il a fait sa femme. On va demander au petit chaperon noir. Il a dit. 1% il fait une avéra et 99% il. Ok. Maintenant je vous pose la question. Je ne demande pas à vous. Demandez à un chiloni. Un chiloni qui a entendu parler de ce qu'il a envoyé. Demandez-lui franchement, qu'est-ce que tu penses? Que le Rav Ovadia est en train de faire une avéra ou que sa femme est en train d'accoucher? Qu'est-ce qu'il va répondre au chiloni? Hein? D'accord. Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes une grande syndicat qu'on vous a dit Rav Ovadia, que
C'est vraiment comme ça que c'est logique. Demandez à un goy, le grand rabbin des Juifs, le grand rabbin d'Israël a pris la voiture. C'est quoi le plus logique? Je parle vraiment maintenant en Sechel HaYashar, en réflexion logique, en réflexion rationnelle. C'est quoi le plus logique? Qu'est-ce qu'il va me dire le goy intelligent? Il va dire, écoute, en proportionnalité, en pourcentage, peut-être qu'il a fait une faute, hein, on ne sait jamais. Mais en tous les cas, c'est plus logique de dire qu'il n'a pas fauté. N'est-ce pas? Maintenant, j'ai une autre question. Vous vous promenez dans la rue Shabbat, vous voyez un Chiloni, un non-religieux, avec des boucles d'oreilles partout, sauf dans les oreilles, en train de rouler dans sa voiture, Shabbat, avec la musique à tue-tête, une musique bien comme ça, excitante, Chiloni plutôt, et il est en train de rouler comme ça dans les choukounot Harediyot. Ok? Non, toutes les semaines il fait ça. Toutes les semaines vous le voyez, il fait exprès, il vient dans les choukounot Harediyot pour mettre un peu d'excès dans ce genre d'endroit. Maintenant, je vous pose la question. Alors, vous êtes d'accord qu'il y a des pourcentages qui font une avéra? Oui? Maintenant, il y a aussi des pourcentages que peut-être que Bidiouk ce Shabbat, sa femme elle doit accoucher, il n'est pas marié, mais peut-être. Peut-être sa femme elle doit accoucher. Pourquoi il a mis la musique à tue-tête? Parce que sa femme elle lui a dit ou tu mets la musique à tue-tête ou je meurs. C'est du quoi très pêche. C'est possible, qui t'a dit non? Ou peut-être que par exemple, il a allumé la voiture, la musique était déjà allumée, il n'a pas voulu mettre le Shabbat, donc il n'a pas voulu l'éteindre. Peut-être, peut-être. Je vous demande maintenant à vous, ou à un Chiloni, ou à un Goy. C'est quoi le pourcentage de ta voix? Dites-moi. Sarah? Non. Noémie, c'est quoi le pourcentage? Le Chiloni. Il y en a même plus, hein. La musique à fond, vous le voyez tranquille, parce qu'on est en train de boire une bière dans une marée. 90% de chance. Et 10% que quoi? Que peut-être qu'il y a 24 qui courent nefesh, sa femme a été. Vous ne la voyez pas, sa femme, parce qu'elle est dans le coffre, faire un petit derrière. Peut-être. Vous me trouvez que non? Est-ce que vous. Non, elle est dans le coffre, elle lui dit si tu éteins la musique, je te tue. Alors, vous comprenez les courts nefesh? Alors, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ce que je veux que vous compreniez maintenant, c'est je parle vraiment de logique, de droiture. Je vous dis pas, vous n'allez pas vous dire, bon, Rav Ovadia, écoute, entre nous, il était Mechal el Shabbat, et comme c'est pas beau de dire, allez, on va dire que sa femme devait accoucher. C'est pas ça que vous allez dire. Vous allez dire, je suis certaine, 100% que le Rav Ovadia, il devait avoir une bonne raison, c'est pour ça qu'il a pris la voiture. De la même façon, l'autre qui fait de la provocation, même si vraiment vous jugez les gars des routes, intérieurement, vous savez très bien que c'est pas vrai, vous savez très bien que vous faites du cinéma, vous savez très bien que c'est un scénario complètement illogique, complètement improbable, oui ou non? Bien fait. Et bien maintenant, la question. Quand tu vois Rav Ovadia Shabbat et Mechalel Shabbat, quelqu'un qui est dans une voiture, il a en général plus de chances que c'est parce qu'il prend la voiture pour Mechalel Shabbat que parce que sa femme elle doit accoucher. Quand c'est quelqu'un comme Rav Ovadia, eh bien, on te dit sois droit. C'est quoi sois droit? Sois droit, ça veut dire juge-le avec droiture. Tu es d'accord que la droiture, pour un homme comme Rav Ovadia, pour nous, vis-à-vis d'un homme comme Rav Ovadia, c'est de dire il est du corps de pêche. C'est ça la logique, c'est ça la droiture. Tu l'as vu faire une avéra, commettre une avéra gravissime. Tu dis, ah, ça y est, moi, dorénavant, ça y est, hein, c'est fini, hein, moi je. Et non, il a fait le chouva. Ah, je sais pas, pourquoi il aurait fait le chouva? Parce que c'est un homme qui a toute sa tête dans la Torah, toute sa tête dans la Avodat Hashem. Il passe son temps à se remettre en question, il passe son temps à faire du Cheshbon Nefesh. Toute sa journée, il est en train d'étudier la Torah, il est en train d'étudier du Moussar. Mais le plus logique, si un jour il est tombé dans une boîte de nuit, le plus logique, c'est que le lendemain, il se relève. C'est le plus logique. Voilà pourquoi, une seconde, quand tu vas faire un Yereshama, on te dit sois droit. Et la droiture, c'est même pas 90% de chance que ce soit une avéra, non, c'est pas une avéra. Attention, si tu es sûr à 100% que c'est une avéra, on va dire, il dit oui, c'est moi en personne, je fais une avéra, aujourd'hui j'ai eu un Yitzhara. Tu vas pas dire qu'il est en train de faire une mitzvah. Tu peux dire c'est un menteur. Mais tu vas dire, au courant. Donc, c'est une avéra, c'est une avéra. Mais s'il y a 90% de chance c'est une avéra, mais il y a peut-être quand même 10% de chance, et bien la logique elle veut que, ben justement, parlons-en, il est dans ce cas de 10%. Dans le cas où c'est un rachat, le vrai rachat, tout ce qui l'intéresse c'est de faire le mal, il a devant lui du kasher et du pas kasher, et le kasher il est meilleur et moins cher, et lui il prend le pas kasher exprès pour faire de la provocation. Et un beau jour tu vois commettre un acte, passer une mitzvah ou une avéra, mais le plus logique c'est de dire que quoi? C'est une avéra. Et le Benoni, parlons-en, le Benoni, lui, il va autant vers le bien que vers le mal. Donc si tu dois commettre un acte qui va plus vers le bien que vers le mal, en probabilité c'est quoi la logique?
Il fait le bien. Si il a fait un acquis en plus vers le mal que vers le bien, et que toi tu es quelqu'un de droit, je dis, ben, je suis droit, hein, je suis pied à terre, à mon avis, parce qu'il a voulu faire ce qu'il et on ne se reprochera pas. On ne se reprochera pas d'avoir dit ça. C'est vraiment ta daïra de Shamaïm, tu diras, bon, allez, écoute, c'est quoi? Je suis prêt à le juger favorablement. Est-ce que vous avez compris la réponse? Et ça répond au Chacham. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, qui a encore participé, tout le monde a participé? Qui est-ce qui peut m'expliquer comment ça répond à la question du Chacham et du rachat? Abigail, comment ça répond à la question du rachat? Comment on juge? Ouais. Vous vous rappelez, le rocher, lui, il a dit Echem, on ne lui reproche pas. Le Chochem, non, le rocher, lui, il dit Lachem, on lui reproche. Le Chochem, lui, il dit Echem, on ne lui reproche pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, on savait qu'il avait des mauvaises intentions. C'est ça. Ça veut dire, les deux bénéfices, ils ont un problème d'expression. Oui, Chacham, il n'est pas censé dire Echem, ça veut dire Otanou. À moins qu'on fasse le pile-poule avec la différence morale, comme on va par mitzvah et le machin, mais bon. En principe, on va pas lui dire ça. Oui ou non? Bien fait. Alors écoutez bien. Le Chacham, mon fils qui est Chacham, je sais qu'il est Chacham. Je sais qu'à chaque fois qu'il a la possibilité de faire une mitzvah, il fait une mitzvah. Je sais qu'il est toujours dans le plan de ceux qui font les mitzvot. Je sais qu'il est dans la Torah. Je sais qu'il fait toujours tout bien. Je fais que. Maintenant, il a eu un terme pas très précis. Il a dit Etrem au lieu de dire Otanu. Mais la logique, est-ce que vraiment la logique, c'est de dire qu'il a voulu s'exclure parce que lui, il n'aime pas la Torah, il n'aime pas les mitzvot? Non, c'est pas logique. La logique, c'est de dire, eh ben, soit il ne connaît pas les concordances de temps, il ne connaît pas la conjugaison, le bécherel, le machin, peut-être qu'il ne connaît pas. Ou alors on peut dire, je ne sais pas, peut-être que ça peut échapper. Ou peut-être qu'à un moment donné, son Sarah, il a dit, un petit étrennes, tu vois, un petit. Peut-être. Pendant le rachat, sans arrêt, ouais, vous, votre Torah, vos mitzvot. Ouais, vous, votre Torah, vos mitzvot. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure à Hadassah. Moi je dis, c'est pas écrit dans la Hadassah. Ici c'est écrit qu'il est rachat. Le rachat, c'est celui qui sans arrêt, il s'exclut. Sans arrêt, il parle à l'encontre de la Torah, et des rabbanim, et des chachamim, et du bon Dieu, et de tout ça. Et d'un coup il arrive, il dit, ma voda azot lachem. Franchement, c'est logique de dire qu'il a voulu dire la moue, mais il s'est trompé, et ça ressemble trop à la moue de la reine. C'est logique de faire le naïf comme ça? Non. Donc, dire ça que je vous demande, c'est le rab de Brisk. Le rab de Brisk, il dit c'est justement ça. On te demande de juger avec droiture. Donc le chacham, la droiture, c'est de dire il n'a pas fait exprès de dire Etrem. Le rachat, la droiture, c'est de dire il a fait exprès. Et mathématiquement parlant, on comprend que ça fonctionne très bien. Et c'est ça la notion que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Bezrat Hashem, j'aimerais terminer avec maintenant une question. On ne laisse pas le choix au rachat. On laisse pas le choix. On ne laisse pas le choix de devenir meilleur s'il fait. On lui casse les dents et puis après il viendra sans les dents et dira ah, non, mais c'est la vérité. Si on pense qu'il a fait la meilleure, on n'est pas sûr. Du coup, il a dit, on doit le dire qu'il a fait la meilleure. C'est parce qu'on connaît, c'est qu'il passe son temps à faire la vérote. Il a caché un pas caché, il se répond pas caché. Je ne dis pas maintenant aujourd'hui, il a dit la reine parce qu'il voulait dire l'anneau, mais il s'en embrouillait. Il faut être logique, il faut avoir la tête sur les épaules. Il ne faut pas devenir tordu. La Torah, elle veut qu'on soit tordu. La Torah, elle veut qu'on soit droit. Oui. Mais en réalité, maintenant, on dit qu'on est pratiquement tous bénis. Et donc, en fait. Non. Là, vous faites allusion au rabbi de Lubavitch dans le Tanya. Je ne pense pas qu'il fait allusion, le rabbi, dans les halachot du Kérim des Katserouch. Non. Lui, il dit moi, je dois me considérer comme étant un Bénoni parce que. Mais ça ne veut pas dire que je dois considérer tous les juifs comme des Bénonis. On se considère comme mais je vous dis, quand tu vois quelqu'un, tu le vois, tu sais que sans arrêt, il fait du bien, il veut le bien, il parle bien. Ok, alors là, vous posez une bonne question. Vous dites à quelqu'un qui est inconnu, comment je peux savoir? Très bien. Je suis bien toujours là. Ou alors on juge pas. Ou alors on juge pas. Moi, je juge pas un peu alors. Non? Si c'est pas une avéra de juger mal, du coup, on sait pas trop ce qu'il est. Ok, mais c'est pas mon sujet. Là, c'est pas mon sujet. Pour l'instant, venez, on se concentre sur les gens qu'on connaît. Ou alors sur les présomptions, parce que quand même, une présomption quand il y a quelqu'un qui a une kippa, une présomption, ça veut dire. Mais une présomption, je n'ai pas dit que celui qui n'a pas de kippa, la présomption, ça j'ai pas dit. Mais quelqu'un qui a une kippa en général, une présomption, qui veut bien faire. Maintenant, regardez, je termine avec le point peut-être le plus important, comment on fait pour juger les gens avec la parce que dans notre vie,
Malheureusement, on a beaucoup de situations dans lesquelles on voit des gens mal se comporter, on voit des gens faire le mal, on voit des gens qui commettent des actes qui sont indéniablement des avéros. Comment je fais pour juger l'autre des Kavzerut? Alors d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. La Mishnah, quand elle nous enjoint de juger les autres des Kavzerut, elle nous dit, je vous écris, avant que vous le demandiez, Heve, Dan, et qui peut m'aider? Kol Adam, et Kavzerut. Heve, Dan, vous m'aidez? C'est quoi le bug ici, dans cette phrase? Allez, d'accord, Anna, il est où le bug? Portez sans vos lunettes là, ou quoi? Allez, écrire en noir. Il est où le bug? Qui est-ce qui a ses lunettes et qui est Anna, il est où le bug? Eve, Dan, Kol Adam, Kavzerut. Si on vous avait demandé d'écrire un livre de façon précise et. Eve, c'est soi. Dan, juge, Kol Adam, Kavzerut. Il est où le bug? Pourquoi le Kavzerut c'est un bug? Kol Adam. Pourquoi Kol Adam c'est un bug? On aurait dû te dire, juge l'homme et Kavzerut. Pourquoi on dit juge tout l'homme et Kavzerut? Les Rachamim me disent, parce que si tu veux juger quelqu'un, juge-le complètement. Juge dans son ensemble. Ok, il a des problèmes, il a des difficultés, il a des avérotes, il a des machins, mais juge-le dans son ensemble. Et Kol Ha'adam, tout l'homme, regarde tout l'homme comme étant une seule personne et juge-le. Parce que c'est trop facile de faire le focus, le zoom, sur un petit défaut et de dire, ben voilà ce qu'il est. Imaginez, je vous pose la question parce que je sais que les filles, elles font attention à ça. Imaginez qu'un photographe il vienne et qu'il vous fasse un zoom sur votre point de beauté. Un zoom. Et puis après, il fait un portrait de votre point de beauté. Et après, il dit à votre chidour, quand on donnera les photos du chidour, qu'on donnera le point de beauté. Ou imaginez qu'ils vous le disent, il est tellement gros ton point de beauté que j'ai pas besoin de faire un zoom. Vous êtes d'accord que ce sera un peu choquant, un peu vexant, un peu dérangeant? Ouais, mais le point de beauté, on dit qu'il est beau, beauté. Ok. Donc vous êtes d'accord que là c'est exactement ce qu'on fait. Tu regardes un être humain, il y a tout, qui a tellement de qualités, qui a tellement de bonnes choses, tellement de choses extraordinaires. Et toi, quoi? Ouais, mais regarde, là, il a un petit point de beauté ici, là, il a une verrue là-bas, et là, je sais pas quoi. Non? Vous comprenez ce que je veux dire? Si le point est bien. Attends, hein? Comme la tour Eiffel, genre. Voilà. Maintenant, attendez une seconde. Avant, si le point il est énorme, je continue juste 10 secondes. S'il vous plaît. J'ai une autre question. C'est quoi CAF? Il y a des Israéliennes ici? Non. CAF. Quand vous prenez la soupe, vous prenez quoi CAF? CAF, c'est une cuillère. Vous êtes d'accord? Demande à Khalim Adassa pourquoi, quand on dit juge quelqu'un favorablement, vous par exemple, je juge favorablement, vous êtes en train d'écrire tout le cours, et je suis certain, j'ai aucun doute. Pourquoi quand on a parlé de juger favorablement, on dit à la cuillère? On ne dit pas à la fourchette. Les mecs, on ne dirait pas. Les mazlegs, vous êtes pourquoi CAF? Il y a des trous, très bien. Dans la fourchette, il y a des trous. C'est bien, vous avez déjà servi d'une fourchette. Et alors? C'est pas entier, c'est pas complet. Tellement qu'il mange des poussins. Ça veut dire quand tu prends avec une cuillère quelque chose avec une louche, écoutez bien, quand tu prends quelque chose avec une louche, il y a tout qui rentre à l'intérieur. Tu as tout l'ensemble, il n'y a rien qui peut s'échapper. Tout. Quand tu prends avec une cuillère, tout est là. Pas que ce qui est louche. Tout. Ne t'appelle pas la louche. Tout. Par contre, si jamais tu prends une cuillère, eh ben tu triches. Tu tries. Fourchette, tu tries. Il y a des choses qui tombent. Donc tu décides que les défauts y restent, tu décides que le bien il s'en va, et c'est pas une bonne chose. J'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Et je profite qu'on ait ici des jumelles pour vous la raconter. Écoutez l'histoire. Et ça sera peut-être une invitation à juger tout le monde des Kavzerut. C'était un Shabbat. Je me trouve. Ah, des Vachaber. Ah, il est arrivé comme ça, lui. Ah, regardez. Bah ouais. J'ai mes gants. Ah, regardez. C'est pas des gants comme ça? Alors, encore une fois, Shabbat, vous m'avez enlevé de tout ça.
Shabbat, je suis dans un Beit Midrash, dans mon quartier. Shabbat, je viens pour écrire dans un Beit Midrash assez central dans le quartier où j'habite, à Kibbutz Shaul. Donc, il y a beaucoup de monde. À un moment donné, je vois quelqu'un devant la Sifria. C'est quelqu'un, je le connais depuis des années, puisque c'est le directeur de l'école de mes enfants. Donc, je vous assure qu'il me connaît, surtout quand il est pas avec mes enfants, là, il ne m'oublie pas. Il me connaît. Il est comme ça, je passe devant lui, je dis bonjour, et lui, je dis allez, ça va, c'est pas parce que c'est pas les heures de travail des papiers que tu vas me faire maintenant des pauses autres. Je repasse, je dis, et lui. Je dis, mais attends, il y a un problème, celui-là, qu'est-ce qui va arriver? Mais qui sont, je refais le jeu 2 fois, 3 fois, je vois qu'il réagit pas, je me dis, tant pis pour lui, il a envie de se la jouer. Qui se la joue? Le même ventre, la même veste, la même couleur, la même barbe, la même tout ce que tu veux, tout. Kitso, j'ai dit à mon fils, tu lui demanderas, est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu Shabbat? Parce que moi je l'ai vu. Mais Kitso, au bout d'un moment, comme il voit que je passe beaucoup, il me dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Il dit, Rabbi Moshe, il dit, je ne suis pas Rabbi Moshe, moi je suis son jumeau. Il me dit, mon jumeau. Il dit, ça arrive souvent, ça, que les gens ils me regardent et qu'ils croient que je suis l'autre. Mais c'est mon jumeau, moi je ne te connais pas, mais je te connais quand même. Je n'ai jamais vu de ma vie. Ok? Et pourtant, vous savez que moi j'arrive à reconnaître les jumeaux. Par exemple, tout à l'heure elle est arrivée, Eva, je lui dis, c'est Eva. D'accord? Je lui dis, c'est Chirek. C'est pourquoi ça s'appelle des jumelles. Parce que pour les reconnaître, il faut des jumelles, tu vois. Et je les ai reconnues, sans jumelles. Il faut des jumelles. Ok. Alors, mais là, il ressemblait trop. Il était mieux que vous. Il était plus fort que vous. Ils étaient les deux, mamache, tout. Possiblement, il y a quelques petites nuances là. On pourrait faire le jeu de cette différence là, vous savez. Et on pourrait s'amuser à trouver peut-être 3-4 différences. Mais lui, rien, zéro. Qu'est-ce que j'ai appris ce jour-là? J'ai appris que tu juges quelqu'un. Qui t'a dit que c'est lui? Qui t'a dit que c'est lui? C'est son jumeau. Ah, mais je savais pas qu'il avait un jumeau. Peut-être qu'il a un jumeau. Moi, je savais pas qu'il avait un jumeau celui-là. En plus, un jumeau qui me ressemble tellement. Je savais pas. Ça, c'est ce que je voulais vous raconter. Maintenant, j'aimerais vous dire très rapidement et succinctement que celui qui vit avec cette dimension de l'état de couple, il a une vie hyper sereine dans tous les domaines de sa vie. D'abord, et ça je vous demande de bien comprendre, celui qui est capable de juger les autres c'est celui qui est capable de se juger lui-même. Et sachez qu'on n'a pas de mitzvah de penser qu'on est rachat et de penser qu'on est mauvais et de s'en vouloir pour toute petite lourdeur qu'on fait. Non, il faut être capable soi aussi de se juger les Kabbalistes. Et les gens que vous voyez faire toujours la tronche, c'est souvent des gens qui se jugent de façon très défavorable. Et malheureusement, c'est une maladie. C'est une maladie très courante aujourd'hui. Les gens qui s'en veulent et qui s'en veulent, ils croient qu'ils sont sadiques parce qu'ils font très bonne effet, ils s'en veulent. Non, il faut connaître les qualités, connaître les défauts. Et il faut tout à fait que juger favorablement. Tu as d'ailleurs attiré, juge-toi favorablement. Ok, tu as fait une avéra, mais tu as fait le chouba. Ok, tu as fait une avéra, mais tu es un être humain. Ok. Donc, premièrement, quand tu t'habitues à juger l'autre favorablement, tu t'habitues aussi à cette gymnastique qui consiste à juger favorablement. Dans le Shalom Bayit, c'est hyper important, et ça aide tellement de juger quelque chose. Le Rav Benson, dans son livre, il dit le meilleur conseil que je connaisse moi en Shalom Bayit, après les conseils à 2 francs 50, achète des fleurs à ta femme tous les vendredis et tout, le meilleur conseil qui donne le Rav Benson, il dit tu juges favorablement. Et maintenant je vous raconte une histoire. Il y a un couple dont je me suis occupé, celle-là elle est vraie, donc je ne vous donnerai pas les noms de famille, un couple dont je me suis occupé pendant une certaine période, je m'occupais de leur Shalom Bayit. Lui c'était un élève à moi, et c'était une élève à moi, il y avait Shamaï, tous les deux dans votre Hachem, lui c'était un vrai très intelligent, c'était le meilleur de son collègue, ce qui paraît. Et c'est pas lui qui m'a dit, hein. Et ils sont venus les deux. Un jour, donc, vous savez, quand on s'occupe de Shalom Bayit, c'est pas le miracle. C'est pas en une fois que j'ai fait Michel Bera, ça y est, tout va bien, vous vous aimez, tout ça, c'est pas comme ça. Donc vous êtes occupé d'eux, chaque semaine, ils reviennent, et puis ils sont en lourdeur, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils viennent me voir un mardi soir, c'est le mardi soir que je les recevais, ça je me rappelle. Ils viennent me voir un mardi soir. Et ils arrivent les deux hyper fâchés.
Tu vois leur tronche, hein, tu vois qu'à moi il fait un sourire dès qu'il la regarde elle comme ça. J'ai dit, essayez-vous, Bechamot. Tu vois, donc, moi je suis là, lui il est assis comme ça, elle est assise comme ça, tu vois, genre, surtout que je le vois pas lui. J'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a un problème. Ils n'ont même pas pris le même bus pour venir, ils sont fâchés. J'ai dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? On lui a dit, on va la laisser à elle parler là, elle, hein, elle. On va la laisser à elle parler. Elle a dit, non, on va laisser à lui parler. Et bref, qu'est-ce qui se passe? Et là, il prend la parole. Écoutez l'histoire. Il me dit, Shabbat, nous étions invités chez ma belle famille. On a besoin de dire. C'est le problème, il y a chez ma belle famille. On était invités chez ma belle famille. Il y a un moment donné, ma femme, elle était enfermée dans la chambre avec sa mère, enfermée avec sa mère dans sa chambre. Fermée à clé. Il dit, bon, ok, ils ont le droit. Il dit, maintenant, moi, je suis un étudiant très sérieux. Pour moi, chaque minute de Torah, c'est important. Pour moi, Bessaracol, je voulais savoir, est-ce que le repas il va commencer dans 10 minutes ou dans 1 heure, comme ça peut changer quelque chose. Si c'est dans 1 heure, je vais peut-être dire en attendant, c'est dans 10 minutes, je prends un livre ici. Je voulais savoir. Il me dit, je tape à la porte, et elle fait semblant qu'elle ne m'entend pas. Elle ne m'entend pas, elle m'ignore. Je retape à la porte. Elle fait semblant qu'elle ne m'entend pas, c'est ça, ouais, Zara t'a entendu, bien sûr, là, sors tes carottes des oreilles et écoute. Je retape, elle n'entend pas. Alors, je la vois, elle. Je vous promets, les 2 sourcils comme ça, on dirait qu'elle s'est maquillée comme ça, vous voyez? Genre, quoi? Mais tu penses vraiment que je t'ai entendu quand t'as frappé à la porte? Lui, il dit, alors quoi? Mais mon chéri, mais tu t'imagines bien que si jamais je t'avais entendu, j'aurais ouvert la porte, je t'aurais dit, voilà, qu'est-ce que tu veux, et puis après j'aurais reparlé avec madame, tu t'imagines bien. Mais j'ai pas entendu. Pendant lui, il met ses sourcils comme ça, il dit, ah c'est vrai? D'un coup les deux ils font le sourire. Imbécile heureux. Et ils font le sourire, ah voilà, c'est un petit quiproquo, ce qu'on appelle un quiproquo. C'est bien, voilà la cadeau. Maintenant, moi je leur ai dit, mais l'Azizim, je ne comprends pas. On est mardi soir là. Depuis samedi soir, vous vous faites la tête parce que tu croyais que ta femme elle t'avait entendu et qu'exprès elle t'avait pas répondu. Et elle comprenait dire là-bas, pourquoi tu lui fais la tronche depuis 4 jours et puis dès qu'elle aurait te demander, tu ne répondais pas. C'est ça les Kavzerut. Les Kavzerut, ça veut dire, moi je lui dis, mais je ne comprends pas. Ta femme, ok, ta femme elle était enfermée avec ta belle-mère dans ta chambre. Ta femme, c'est pas un diable. Ta belle-mère, oui, mais ta femme, c'est pas un diable. Et ou non? Un diable. Donc écoute, tu peux peut-être t'imaginer que logiquement, si elle t'a pas ouvert, c'est qu'elle avait peut-être des boules dans les oreilles, comme sa mère, elle parle toujours très très fort. Elle a peur de devenir sourde, elle a mis des boules. C'est qu'elle t'a pas entendu. Peut-être que la voix de ta belle-mère est tellement importante qu'on n'entendait pas. Quand tu sais, ton petit toc-toc là, la vraie là, qui a honte de déranger. Peut-être, je ne sais pas. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que ça c'est une histoire réelle qui s'est produite et qui montre combien, quand tu ne juges pas l'autre favorablement, eh ben, ta vie elle est pourrie. Pas que la vie de l'autre, ta vie de toi elle est pourrie. Vous imaginez c'est quoi vivre pendant quelques jours avec sa femme, alors qu'on a des enfants plus ensemble, alors qu'on est censé s'aimer, on ne peut même plus se regarder l'un l'autre parce qu'ils ne se sont pas jugés les Kavzerut. Quand on juge les Kavzerut, on a gagné Bezrat Hashem, toutes ces choses-là. Et j'aimerais, Bezrat Hashem, terminer en vous disant qu'on a encore autre chose à gagner. On a autre chose à gagner de très important. Même dans l'éducation des enfants. Quand on juge quelqu'un favorablement, quand on juge nos enfants favorablement, quand on regarde le bien qu'il y a dans nos enfants, eh ben, on les rend meilleurs. On leur donne envie d'être meilleurs et on les rend meilleurs. Et là, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est produite dans une école en Israël. Une très belle histoire. J'ai entendu, moi, du Rav qui était mêlé à cette histoire-là. Un jour, il y a un directeur d'école dans une école en Israël qui était dans une classe. Et il avait urgemment besoin d'amener quelque chose de son bureau. Son bureau était fermé à clé, évidemment. Et il va absolument. Et lui, il ne pouvait pas quitter la classe, il était obligé de rester en classe. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Le grand problème qu'il avait, c'est que c'était la période des bacs, des bacs blancs, des machins. Sur son bureau, il y avait tous les énoncés qui étaient. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Il s'est dit, allez, on va prendre le meilleur. On va prendre le meilleur. Il va voir le meilleur, il lui dit, regarde, écoute-moi bien. Il y a tous les énoncés sur la table, donc t'as pas intérêt à regarder. T'as pas intérêt à regarder.
je te demande à toi d'aller être le meilleur de la classe. Je sais que tu ne feras pas de flash-lot. Tu vas, tu ouvres, 10 secondes, tu prends l'objet, tu le ramènes, et puis voilà. Attention. Attention. Bekitso, l'élève, il va, il ouvre la porte. Comme c'était le meilleur de la classe, en 10 secondes, il a réussi à retenir par cœur tous les énoncés. Comme c'était le meilleur de la classe, il a raconté à tout le monde, regardez, et les énoncés et les réponses en plus aux questions. Kitso, il y a eu la rumeur qui s'est répandue comme quoi il avait triché en disant à tout le monde. Et le directeur était complètement perdu. Et j'ai pris pourtant le meilleur. Si lui je le renvoie, je renvoie toute l'école. Une école avec un seul directeur et sans élèves, bof. Oui. C'est cette histoire. Une fois, une femme elle réveille son mari et elle lui dit: mais lève pas, il est 8h du matin, c'est l'école. Ah, ça va. Il est 8h, c'est l'école. Ah, ça va. Mais ça va, il est 8h, c'est l'école. Ça va, je suis un adulte. Mais non, t'es le directeur. Alors, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le directeur, il va voir l'un des grands pédagogues en Israël, qui s'appelle le Rav Yechiel Yaakov Zon. C'est l'un des plus grands pédagogues aujourd'hui en Israël. Un grand qui se donne l'éducation. Il lui raconte l'histoire, il lui dit: voilà, je ne sais plus quoi faire, dis-moi. Le Rav lui dit: écoute, je te dis la vérité, tu as complètement mal fait. Alors, je te dis la vérité, de toute façon, on a appris le coup de dire. Pourquoi non mal fait? Il dit: je vais t'apprendre maintenant comment tu aurais dû faire. Et tu réessayeras de faire ça dans peut-être 6 mois, 7 mois, quand on compte bien un peu l'histoire, et tu verras que ça marche. Il dit: tu vas voir un élève, n'importe qui, le meilleur, le moins, tu vas voir un élève. Tu lui dis: écoute-moi bien, je t'ai choisi à toi parce que toi je te fais confiance. Parce que toi j'ai aucun doute. Toi, je peux te faire confiance aveuglément. Aveuglément. Donc, écoute, j'ai besoin que tu ailles dans mon bureau. Je sais qu'il y a que toi que je peux faire confiance, à toi je te fais beaucoup confiance. Il y a les bacs blancs, évidemment, tu sais très bien qu'il n'est pas question qu'il y ait des gens qui soient au courant des énoncés et tout. Donc voilà, je t'ai choisi à toi, tu prends la clé, je te fais confiance, je te raconte, tu vas, tu reviens, tu m'amènes l'objet. Quelques mois après, il a essayé de faire ça. Il y avait une caméra cachée dans son bureau, et alors il raconte. Il dit: l'élève, il arrive. Il ouvre la porte, là il y avait la table, il a la tête comme ça. Il se fait pour être sûr de ne pas le voir. Il ne savait pas qu'il était filmé l'élève. Il prend l'objet. Pas une chose, il n'a pas regardé une chose. Pourquoi? Parce que vous lui faites confiance. Quand tu montres à quelqu'un: je te fais confiance, j'ai aucun doute, je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Un jour, il y a une histoire aussi qui s'est produite, ça aussi c'est quelqu'un qui l'a vécu, qui m'a raconté. Il y avait, si je voulais déjà raconter à une occasion, un autre, arrêtez-moi, ça ne sert à rien qu'on fasse des chazarots alors qu'on pourrait dire des choses nouvelles. Un jour, il y a un homme qui n'était pas religieux du tout. Il habitait en France. Et il était au Beth Knesset. Et c'était le Shabbat où il y avait un grand admor, un grand admor d'Israël, qui était arrivé. Je vais déjà raconter l'histoire? Maintenant, vous allez me dire: qu'est-ce qu'un homme pas du tout religieux il faut au Beth Knesset? C'était le jour du décès de ses parents. On peut ne pas aimer les mitzvot, mais quand même, Kaddish, c'est Kaddish. Donc il est venu pour faire Kaddish. Donc il avait la petite kippa, là, vous savez, en carton là, du consistoire. Et puis il a fait les Kaddal, les Dash, comme ils font les gens qui savent lire. Il fait son Kaddish. Après, c'est le Shlichit. Et il y avait un grand admor qui était présent ce jour-là. Donc ils ont fait la bonne Seuda Shlichit, là, avec le herring, avec les trucs, là, la dame foot, machin. Ils ont organisé le beau. Et ils lui ont dit: monsieur, venez, soyez avec nous, viens. Moi je supporte pas ce genre d'ambiance. Non, venez, il y a un grand rap qui arrive, non, surtout pas. Non, mais venez. Il dit qu'il sort, et c'est l'homme qui raconte, hein. L'homme qui a vécu ça. Il dit: moi, on m'a obligé, je ne veux pas vexer le rabbin et tout. Je suis venu. Il me dit: où est-ce qu'on m'a assis? C'est à côté du rabbin. Je ne sais pas comment ça se fait. À côté du rabbin. Je lui demande. Il dit: bon, on commence à manger un petit peu, du herring, du truc. Il dit: et puis, à un moment donné, vous imaginez bien, quand il y a un mort, qu'est-ce qu'on fait? Et quand le rabbin chante, chante. Le réveil commence à chanter. Haïkar et Sof, Nobo Yamcha. Vous connaissez ce chant? Aïe, 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 aïe. Il dit: et puis le réveil commence à se balancer. Aïe, 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 aïe. Et puis à un moment donné, il met son bras sur mon épaule, genre, je ne comprenais pas. Et il commence à danser avec moi. Aïe, 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 aïe. Et de temps en temps, il me regarde.
aïe 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 aïe. Et il chante, et il me regarde, et il me fait des petits trucs comme ça. Et il dit, bah, la vérité, c'est ça qui m'a donné envie de faire les chouvas. Depuis j'ai fait les chouvas, aujourd'hui je suis quelqu'un de très 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 religieux. Alors moi j'entends cette histoire, je me dis, mais il est malade mental ce gars. Il métamorphose toute sa vie parce qu'un barbu lui a posé la main sur son épaule. Non, il y a des limites à la débilité. Tu ne vas pas changer toute ta vie parce que tu as un barbu qui t'a tapoté sur l'épaule. Oui ou non? Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce grand rabbin, quand il a regardé cet homme-là, il a regardé avec quoi? Il a regardé avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup comment on dit, avec beaucoup d'admiration. Parce que le rabbin, qu'est-ce qu'il a regardé? Qu'est-ce qu'il a regardé le rabbin? Il a regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, enfoui. À l'intérieur de cet homme-là, il y a des choses grandes. S'il l'avait regardé comme étant un rachat, on lui crache les cartes de toi, j'ai pas envie, là, en plus quand tu manges, tu postillonnes, vas-y. Ça aurait pas été. Lui, c'est pas ça. Lui, regardez la personne qui est face à lui. Et ça a permis à cet homme-là de prendre conscience lui-même de sa grandeur. Parce que c'est un grand rabbin, il regarde avec admiration, mais justement, c'est que je suis quelqu'un d'important. Vous comprenez ce qui se passe? Je termine avec une dernière histoire. Il y a l'un des rabbis de l'Ouéglise, je m'en souviens c'est lequel. Un jour, il était dans son bureau. Et il y a des gens qui venaient pour lui demander des brachot, pour lui demander des conseils, pour lui demander comment il vient le Mashiach, plein de choses. Des gens qui venaient. À un moment donné, il y a un homme qui était là, et il y a un autre qui attendait juste derrière la porte, mais qui était déjà à moitié entré dans la pièce. Alors, et l'homme qui était derrière, il voit que le rabbi de Lubavitch, il honore l'homme qui était face à lui, mais il l'honore, mais il lui parle avec tellement d'honneur, tellement de machin. Non, celui qui était derrière, qui était sur le point de rentrer, c'était un homme d'affaires, vous savez que cette petite mallette là, un diamantaire, cette petite machin, la plus fière, machin, visiblement il donne aussi beaucoup d'argent à l'échivote et tout, donc lui, tu vois, c'est normal pour l'honneur. Mais il ne peut pas honorer celui d'avant, c'était quelqu'un de tout à fait normal, rien spécial, particulièrement sceptique, machin. Vous ne comprenez pas. Quand il est parti, le diamantaire, là, il arrive, là, il toute sa pose, et il dit au rabbi, je vous pose une question. Je vois que vous avez beaucoup honoré cet homme-là, mais je ne sais pas si vous savez, c'est un kidam, hein, c'est un homme tout à fait normal, rien de particulier. Voilà. Bon, le rabbi savait que cet homme-là, c'était un diamantaire. Il dit, moi, qu'est-ce que tu as là dans ta valise? Il dit, ah, bon arabe, j'ai des diamants. T'as des quoi? Des diamants. Il dit, je veux me montrer. Est-ce qu'il lui sort un diamant comme ça? Le rabbi regarde. Il dit, quoi? Ça coûte au moins 20 000 € ça. Je l'ai vu, hein, ton diamant. Alors, l'autre lui dit, ah, ok, maintenant je vais vous éclater. J'ai dans ma valise un diamant, c'est un des diamants les plus chers qui existent en Israël. Je vais vous sortir ce diamant-là. Gros diamant comme ça, tu sens, gros de gros. Le rabbi regarde. De ce diamant-là, tu t'étais tellement émerveillé. Eh, voilà, vous savez pas, 40 000 €, 50 000 €, 40 000 €. Alors, cet homme-là, il lui dit, moi, j'étais qu'en arabe. Je ne vais pas m'énerver. Et je vais vous dire la vérité. Bon, vous n'êtes pas diamantaire. Donc, vous ne comprenez pas, vous voyez ça, vous demandez quelle différence entre ça et entre les diamants à 5 shekels qui vendent là-bas dans les magasins. Il dit, mais God arabe, moi je suis diamantaire, moi j'ai la loupe du diamantaire. Vous savez, les rabbins aussi font souvent ces loups-là, les rabbins qui répondent aux questions de l'arabe. J'ai la loupe du diamantaire, x14. Et moi je regarde le machin, et je fais attention et je regarde, il y a tout type de détails et de. Il dit, mais vous là, vous regardez comme ça, là, machin, même pas vous mettez à la lumière, même pas vous cherchez à tourner. Normal, vous dites que c'est rien du tout. Et là, le rabbi lui dit, tu entends ce que tu dis? Il n'y a qu'un diamantaire qui peut être capable de savoir, de connaître la valeur d'un diamant. Et bien, il n'y a qu'un juif qui a une neshama bien de juif, qui peut être capable de reconnaître la valeur d'un juif. Et bien, moi, quand je vois cet homme-là, je vois un diamant. Toi, tu vois pas, tu es pas un diamantaire. Tu regardes de l'extérieur, tu regardes cette chose-là. Ce qu'il faut qu'on requiert des Hashem, que même quand vous voyez des hommes qui font des avérotes, ouais, les Français ne disent pas des avérotes, ils disent des avérotes. Une fois, il y a une fille, elle faisait son doctorat, elle disait des avérotes. Je lui dis, comment vous faites la liaison? Elle me dit, en français, on fait la liaison. Des avérotes. Je dis, non, moi, ça m'énerve. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on soit arrivé à la paracha de cette semaine? Et là, j'ai fait un doctorat. Je dis, cette semaine, la paracha, c'est la paracha, c'était mort.
Hier, bon, ça va, hein? Parachat est mort. Je dis, non, je t'avais dit que je ne pas faire les liaisons. Ok, tu vois quelqu'un qui fait des avéros. Ok? Eh ben, comprends. Peut-être que toi, si tu étais à sa place, tu aurais aussi fait la avéra. Peut-être que toi, tu n'as pas mérité son éducation. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'approcher de tout un chacun. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir la meilleure copine de tout un chacun. Mais ça veut dire que, déjà, comprends que tu n'as pas eu exactement la même éducation qu'elle. Tu n'as pas eu les mêmes difficultés qu'elle. Donc si tu peux éviter de juger, c'est la chose d'un meilleur. Si tu dois juger parce que tu dois te protéger toi-même, parce que tu dois protéger tes enfants de ce genre de fréquentation, parce que, alors là effectivement, tu as besoin de juger. Mais en retenant bien qu'il faut regarder toute la personne, Kol Adam, tout, avec le diamant qu'il y a, tu prends un diamant, tu le mets dans la boue. Ça reste un diamant. Oui, il y a de la boue tout autour, mais ça reste un diamant. Je vous le vends à 1 shekel, vous prenez? Ben oui, enfin, non, vous soyez honnête, vous n'êtes pas là, vous n'allez pas vous faire attaquer, mais c'est bon. Mais il y a de la boue autour. Enfin, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la boue autour. Tout au bout, tout autour d'eux, ils sont de la boue. Il y a même des gens qui ont de la boue, ils se disent être rabbins. On appelle ça des marabouts. Plein de boue. Mais sache qu'à l'intérieur de la boue, il y a quand même un diamant qui se cache. Merci de votre attention.